regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on part sur une affaire assez incroyable et je te laisserai tirer ta propre conclusion des bienfaits ou des méfaits que ça peut avoir d'être addict au true crime. Notre affaire prend place en 2003 dans le sud de la baie de San Francisco, à San José. Cette ville californienne située au cœur de la Silicon Valley est connue pour sa qualité de vie très élevée. Dans cette région se regroupent les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et une multitude de startups venues s'y développer. Le marché du travail est dynamique, la diversité culturelle riche, et l'enseignement y est de grande qualité, avec notamment la fameuse université Stanford, que j'ai eu le privilège de visiter, on dirait presque une version américaine de Poudlard, sous le soleil. On se rend plus précisément dans un quartier très calme de la ville de San José, au 5900 Southwind Drive. Les pelouses sont tondues, des drapeaux américains flottent au-dessus des porches, et des SUV sont garés dans les allées. C'est un quartier typique de la classe moyenne nord-américaine, comme on en voit souvent dans les films et dans les séries. Le quartier est réputé calme et très safe. Le dernier crime dont le voisinage se souvient, c'est une série d'effractions de voitures du quartier, il y a plusieurs mois. Rien de bien grave, alors c'est relou certes, mais à part voler des CD, des chewing-gums et des pièces de monnaie qui traînent, rien de méchant dans le secteur. La famille Tamayo s'installe dans le quartier quelques mois auparavant, dans une jolie maison de plein pied. Janet, 9 ans, est en CM1 à l'école Blossom Valley. Elle habite avec son frère, Pablo, 15 ans, et leur mère, Rosalia. On ne sait pas si le père vit encore avec eux, mais on sait que tout le monde est en bons termes. Le vendredi 7 juin, le bus scolaire dépose la petite Janet en bas de sa rue, il est environ 16 heures, la semaine d'école est finie, place au week-end. Elle remonte la rue en discutant avec son copain et voisin Trevor, ils se racontent leur programme pour les 2 jours à venir, pour le week-end. Janet lui dit qu'elle a hâte de retrouver ses copines le lendemain, le samedi en effet elles sont autorisées à jouer ensemble dans la rue. Trevor bifurque un peu avant Janet pour rentrer chez lui, elle finit seule les quelques mètres jusqu'à l'allée de sa maison, et c'est habituel qu'elle parcourt seule ces derniers mètres. Elle est généralement la première à rentrer le vendredi après-midi. En arrivant à la porte d'entrée, Janet remarque que la baie vitrée, qui est normalement fermée, est ouverte de quelques centimètres. Elle se dit que sa mère doit être rentrée plus tôt, elle est probablement dans le jardin, puisqu'elle a la main verte, sa mère, elle adore s'occuper de ses plantes. Mais en rentrant dans la maison, Janet ne voit personne. Elle appelle, personne ne répond. Étrange. Peut-être que le dernier parti a oublié de refermer la porte-fenêtre. Janet va dans sa chambre pour poser ses affaires d'école. Elle remarque alors que la fenêtre de sa chambre est brisée. Là, elle s'inquiète. Elle court dans le salon, elle attrape le téléphone fixe, elle compose le numéro de sa mère, mais pas de tonalité, rien, pas un son. Janet tire sur le fil du téléphone, peut-être qu'il n'est pas branché, mais elle finit avec un bout de câble en main, il a été coupé. Elle n'a pas le temps de paniquer que quelqu'un frappe à la baie vitrée entr'ouverte. Janet va voir qui c'est un homme, elle ne le connaît pas, et tout de suite, elle a le bon réflexe d'essayer de lui faire peur en lui disant « Mon frère ne va pas tarder, il rentre bientôt du collège ». L'homme lui parle un moment et d'un coup, il s'introduit de force dans la maison. Il attrape Janet, il la hisse sur son épaule et il l'emmène dans la chambre de son frère Pablo, où il la jette sur le lit. Et là, il va la violer pendant plusieurs dizaines de minutes. Quand il a terminé ses atrocités, il ligote la petite Janet et il la laisse là pendant un moment. Il sort pour approcher sa voiture dans le garage de la famille Tamayo, il revient chercher Janet, à nouveau il la hisse sur son épaule, puis il l'emmène jusqu'à sa voiture. Il la jette sur la banquette arrière, il claque la porte, et alors qu'il se prépare à démarrer, l'homme est interrompu par Pablo qui rentre de l'école. Pablo entre dans le garage ouvert, Janet qui l'aperçoit depuis l'arrière de la voiture de l'inconnu lui crie « Pablo, fais attention !» Le temps que Pablo se retourne, il est attaqué, battu, l'homme le jette à terre, il le piétine et il essaie même de l'étouffer en marchant sur son cou. Il est alors 16h30, Rosalia, la mère de Janet et Pablo, qui rentre à peine du travail, entend du boucan dans le garage. Elle y court et la scène lui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Un homme bat violemment son fils alors que sa fille est ligotée et enfermée à l'arrière d'une voiture inconnue. Elle va pour confronter l'intrus, mais il la stoppe dans son élan en la frappant au visage avec un seau métallique. La bagarre va durer à peu près une dizaine de minutes, mais ça paraît une éternité dans ces conditions. Après avoir bien affaibli Rosalia, l'inconnu tourne à nouveau son attention sur Pablo, il le frappe à nouveau, et au bout d'un moment, à force de se faire frapper, Pablo et Rosalia sont à bout de force. Pablo parvient à ramper et à s'enfuir, il court le plus vite possible en direction de la maison des voisins.
L'homme en profite alors pour monter à bord de sa voiture, Janet toujours attachée à l'arrière. Pablo court, il crie, il appelle à l'aide, mais le temps que les voisins l'entendent, qu'ils réagissent, le ravisseur s'enfuit à toute allure à bord de sa voiture avec Janet toujours à l'arrière. Une vidéo de surveillance de la caméra de l'un des voisins montre Pablo en train de courir au milieu de la rue et on voit également la voiture partir en trombe. Janet, attachée sur le siège arrière, regarde impuissante son quartier qui s'éloigne. Elle est terrifiée, mais en même temps on comprend, elle a seulement 9 ans. Elle vient de se faire kidnapper, elle vient de voir son frère et sa mère se faire tabasser, elle ne sait même pas s'ils sont toujours en vie tous les deux. Elle est enlevée par un homme qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle a vite compris être très dangereux. De leur côté, Pablo et Rosalia sont recueillis par des voisins qui vont appeler le 911. L'appel arrive un peu avant 17 heures au dispatch, et 10 minutes plus tard, les premières équipes arrivent sur place. Pablo et Rosalia leur expliquent tout ce qu'il s'est passé. En pleurs et encore sous le choc, Rosalia raconte entre deux sanglots ce qui s'est passé. Elle essaie de donner un maximum d'informations, mais elle aussi est quand même bien amochée. Elle explique qu'elle est sûre d'avoir réussi à griffer l'homme au visage et elle lui a mordu un doigt. Un combat pour essayer de protéger sa fille. Des équipes de secours sont appelées en renfort puisque les deux victimes sur place, Pablo et Rosalia, ont besoin de soins. Pablo est recouvert d'échymose et sa mère recevra au total 36 points de suture. Pendant ce temps, les détectives fouillent la maison à la recherche de preuves. Et c'est à ce moment que le beau-père des enfants rentre du travail. Il apprend tout ce qu'il vient de se passer. Une voisine vient trouver la police et elle propose de leur transmettre l'enregistrement de sa caméra de surveillance. Peut-être que les officiers pourront obtenir des informations précieuses. La caméra est orientée vers son allée, mais on y voit une partie de la rue et de l'allée des Tamayo aussi. Et bingo, l'enregistrement montre une berline à 4 portes de couleur beige ou argent. On la voit s'éloigner à toute vitesse de la maison des Tamayo. Il s'agit d'une Honda Accord de la fin des années 80 ou début des années 90, ou peut-être d'une berline Mazda, en tout cas un véhicule similaire. Malheureusement impossible de lire la plaque d'immatriculation, la qualité de la vidéo est bien trop mauvaise. Par contre, les enquêteurs ont maintenant la chronologie précise des faits. Le suspect est aperçu en train de remonter la rue à pied, puis il remonte l'allée de la maison des Tamayo. Il semble y entrer, puisqu'en effet il n'est pas aperçu sur l'enregistrement pendant plusieurs minutes. Ensuite il ressort, Janet apparaît à son tour, elle marche en direction de sa maison, et alors qu'elle est à l'intérieur, l'homme passe à nouveau dans le champ, et il semble entrer dans la maison à nouveau. Il y reste environ 30 minutes avant de ressortir. Après ça, on voit Pablo et Rosalia rentrer à leur tour chez eux, et quelques minutes plus tard, ils sortent en courant et ils appellent à l'aide. On aperçoit bien sûr la voiture du suspect quitter l'allée à toute vitesse et s'enfuir. Une Amber Alert était mise à l'échelle de la ville, mais elle ne peut pas l'être à l'échelle de l'État puisque les enquêteurs n'ont pas assez d'informations. Il leur faudrait le nom d'un suspect, une plaque d'immatriculation ou une description précise du véhicule, mais ils n'ont rien de tout ça. La police est mobilisée en force. Plus de 150 officiers sont assignés à l'affaire de la disparition de Janet Tamayo. Dispatché dans toutes les villes, il patrouille à la recherche de la petite fille en montrant sa photo partout. La dernière fois que Janet est vue, elle porte un pantalon noir, une chemise verte, elle a de longs cheveux noirs avec des mèches blondes sur le devant. Elle mesure environ 1,40 m. Le kidnappeur est décrit comme un homme latino d'une vingtaine d'années qui porte une casquette et un t-shirt de couleur claire. Il est rasé de près et il doit avoir une grosse égratignure au visage là où Rosalia l'a griffé. Grâce à Pablo et à sa bonne mémoire, la police peut établir un portrait robot de l'homme en question. Les détectives rendent visite aux délinquants sexuels qui habitent le secteur et ils répondent à plus de 100 appels dès les 24 premières heures. Pendant ce temps, Rosalia, son compagnon, Pablo, et le père des enfants, Pablo Velasquez, arpentent les rues de la ville. Ils accrochent et distribuent des flyers avec la photo de Janet et la mention portée disparue. Ce que personne ne sait encore, c'est que Janet est en réalité tout près de là, retenue captive à quelques pâtés de maison seulement. Après avoir arraché Janet à sa maison et à sa famille, l'homme roule pendant environ 30 minutes. Et là, Janet va faire quelque chose d'incroyable. Elle essaie de mémoriser tous les virages, tous les noms de rues, et elle se dit, si je m'en tire, je pourrais le retrouver et le dénoncer à la police. Maligne, cette petite fille de 9 ans. Arrivé dans un quartier résidentiel, l'homme ralentit, il gare la voiture dans le garage d'une maison blanche, il sort Janet de la voiture, elle est encore ligotée, il la soulève sur son épaule et il entre dans la maison. Il monte un escalier, il s'arrête devant une porte et il sort une clé de sa poche. Dans cette chambre verrouillée, il y a un lit, une petite télé et une douche. Janet comprend qu'elle va devenir prisonnière dans cette chambre. Et la petite clé de cette chambre, de cette prison, est gardée bien précieusement par l'homme qui la retient.
C'est à ce moment que Janet remarque le sang sur son visage. Elle se souvient de la violente attaque de sa mère et de son frère, et elle lui demande: Est-ce que tu les as tués? Et il répond: Je ne suis pas sûr. Et le calvaire continue. La petite fille est abusée encore et encore. Le seul endroit où rien ne lui arrive, c'est la douche. L'homme lui demande régulièrement de l'utiliser et il ne lui fait rien pendant qu'elle se lave. La douche devient alors pour elle un endroit sûr, son seul mètre carré de sécurité. Entre les douches et les Janet a le droit de regarder la télé, elle voit sa mère et sa famille, elle entend leurs mots. Sois forte, Janet, on va te retrouver. Et c'est ça qui va lui donner beaucoup de courage. Et du courage, il va lui en falloir, parce que la pauvre petite va subir des agressions répétées de son ravisseur. Il la menace même avec un tournevis, une poêle à frire ou encore un couteau, et il la torture psychologiquement aussi. Il lui demande si elle veut regarder la télé pour voir sa mère une dernière fois. Et il lui dit aussi des trucs du genre: Ah tiens, t'es encore en vie, ou encore: Je me demande comment je pourrais me débarrasser de ton corps. Mais Janet ne se laisse pas aller au désespoir, elle manigance un plan, elle réfléchit à une stratégie. Son frère et elle sont de grands fans de la série Les Experts qu'ils regardent à la télé ensemble le soir. Et elle se souvient d'un épisode où une jeune femme kidnappée par un homme dérangé entre dans son jeu et elle le laisse croire qu'elle le comprend, qu'elle comprend son geste. Elle lui dit qu'elle ne lui en veut pas et qu'elle ne va pas s'échapper ou même le dénoncer. À seulement 9 ans, inspirée par la fiction, la fillette met son propre plan à l'œuvre, s'attirer la sympathie de son ravisseur pour rester en vie. Elle tente de parler avec lui, elle lui demande de ne pas la tuer, elle lui dit aussi qu'elle est asthmatique et qu'elle risque de mourir si elle n'a pas ses médicaments. Elle lui dit que c'est une maladie contagieuse et elle fait semblant d'avoir une crise d'asthme pour essayer de tenir l'homme à distance. Janet prépare la suite de son plan. Et la suite, elle le sait, c'est sa libération ou la mort. Dans les deux cas, elle veut que l'homme qui lui a fait du mal soit arrêté et qu'il réponde de ses actes. Si elle s'en sort, elle doit pouvoir prouver qu'elle était ici. Et si malheureusement il lui arrive quelque chose, alors elle doit pouvoir laisser derrière elle la preuve qu'elle a été un jour enfermée dans cette maison. Mais est-ce que tu te rends compte du niveau d'intelligence de cette petite fille? Elle a seulement 9 ans. Janet se met donc à récolter des preuves et elle les cache. Elle trouve un moyen de se libérer de ses menottes qu'elle porte jour et nuit, et elle commence donc à glaner ce qu'elle peut dans la maison. Des jouets qui lui sont mis à disposition, ah, trop sympa ce vieux kidnappeur, une de ses culottes, un de ses vêtements, des objets appartenant à l'homme, tout ce qui peut contenir des empreintes digitales ou l'ADN de son ravisseur. Et elle se dit qu'il faut 2 cachettes, une dans la maison si elle est retrouvée vivante et une sur elle si elle est retrouvée morte. Quel incroyable sang-froid. Janet prépare donc des preuves faciles à transporter qu'elle cache dans les poches de ses vêtements et d'autres plus volumineuses qu'elle cache sous le lit dans lequel elle dort dans cette maison de l'enfer. Le troisième jour de sa captivité, le soir venu, l'homme lui tend un téléphone. Il lui demande de commander une pizza. Quand elle met le téléphone à son oreille, elle entend Little Caesar Pizza, bonjour. Et au bout du fil, forcément, on finit par demander l'adresse de livraison. Janet regarde son ravisseur, elle lui demande, et il lui indique l'adresse qu'elle transmet à la pizzeria. Et comme le reste des preuves qu'elle a collectées, éparpillées dans la maison, elle essaie de graver dans sa mémoire l'adresse à laquelle elle est retenue prisonnière. Quand la pizza arrive, là il va se passer un truc de dingue. La pizza est livrée avec un flyer, et sur ce flyer on voit le visage de Janet avec les mots «Personne disparue», l'homme panique. Alors le flyer c'est une chose, mais il comprend que le visage de Janet est affiché partout dans la ville, son nom et sa photo sont dans tous les médias. Et surtout, il y a un portrait robot de lui. L'homme qui prévoyait de tranquillement fuir vers le Mexique ou Los Angeles doit maintenant agir au plus vite. Il dit froidement à Janet qu'il va se débarrasser d'elle ce soir. Il est paniqué, mais il va quand même manger une ou deux parts de pizza avec sa prisonnière, et ensuite il sort de la pièce. Janet attrape alors toutes les preuves qu'elle a rassemblées sous le lit. Elle les met dans la boîte à pizza pour qu'il ne voit pas, et elle cache le tout sous le lit. Quand il revient, il bondit sur elle, il lui plaque un oreiller sur le visage pour l'étouffer. Janet essaie de se débattre, mais l'homme est bien trop fort. Alors qu'elle est sur le point de manquer d'air et de mourir, elle a un gros rush d'adrénaline. Elle concentre toutes les forces de son corps et elle parvient à tourner sa tête sur le côté. Elle reprend enfin sa respiration. Quelques secondes plus tard, sans explication, l'homme retire l'oreiller, il s'arrête tout d'un coup, et comme si de rien n'était, il lui demande si elle veut prendre une douche. Janet prend une douche, elle se rhabille et elle met toutes les petites preuves qu'elle a accumulées dans ses poches. Si son corps est un jour retrouvé, peut-être que ces preuves permettront d'arrêter l'homme et de l'empêcher de faire du mal à d'autres enfants. Et soudain, Janet entend quelqu'un qui parle à l'étage du dessous, à la porte d'entrée. Elle veut crier, mais son ravisseur la bâillonne avec ses mains, et de peur d'être étouffée à nouveau, elle ne fait aucun bruit.
Quand le calme revient en bas, l'homme guide sa prisonnière jusqu'au garage, il la force à monter dans sa voiture. Il démarre et il s'éloigne de la maison. Janet est terrifiée, elle pleure, elle se dit qu'elle a fait de son mieux, et ça n'a pas suffi. Cette courageuse petite fille de 9 ans comprend qu'on la conduit vers sa mort. Soudain, elle est calme et elle se prépare à mourir. Encore une fois, elle fait l'effort de se souvenir de la route, si jamais elle s'en sort. Après 30 minutes, la voiture s'arrête sur un parking éclairé par les lumières d'un magasin de boissons, et Janet demande où sommes-nous. L'homme lui répond je te laisse partir. Mais juste avant qu'elle ne sorte de son véhicule, il l'attrape par les cheveux, il l'attire à quelques centimètres de son visage et lui dit si tu racontes à qui que ce soit ce que j'ai fait, qui je suis, ou n'importe quoi d'autre sur moi, je reviendrai te trouver, je tuerai ta famille et je te tuerai après. Il sort Janet de la voiture, il la jette sur le parking, il remonte à bord et il démarre, il part en trombe. Alors qu'il s'éloigne, la petite fille, qui n'en revient pas de son incroyable chance, court le plus vite possible dans la direction inverse sans se retourner, de peur de voir qu'il ait changé d'avis. Janet entre dans le magasin Palo Alto Market qui éclaire le parking. Elle est à une cinquantaine de kilomètres de chez elle. Elle n'en revient pas d'avoir réussi. Elle a réussi à gagner sa confiance et elle est enfin libre. Ses nerfs craquent, elle n'arrive pas à arrêter de pleurer. Elle avance jusqu'au gérant qui s'appelle Issa Yassine. Elle se retrouve face à lui, ses émotions dans tous les sens. Elle est en état de choc. Le gérant Issa, il la regarde, il lui demande si elle va bien, si elle a besoin d'aide. Il ne sait pas qu'elle vient d'être jetée violemment sur le parking de sa boutique. Il lui tend son téléphone, il la regarde composer un numéro avec l'indice de Saint-Rosé, et il fait tout de suite le rapprochement. Sa mâchoire se décroche, il la regarde et il lui demande tu es la petite fille de la télé, c'est ça? Janet acquiesce, mais elle est paralysée, elle n'arrive pas à finir de composer le numéro qu'elle a commencé, celui de sa mère, elle n'arrive même pas à parler. L'homme reprend le téléphone et il compose trois chiffres qui signifient qu'elle est sauvée. 911. Les officiers arrivent sur place ce dimanche 10 juin à 22h30, 3 jours et quelques heures à peine après la disparition de la petite Janet Tamayo. La détective Heather Randall, en charge de l'affaire, va à la rencontre de la petite fille, elle se présente. Elle dit à Janet qu'elle est là pour l'aider et qu'elle va tout faire pour retrouver et arrêter son ravisseur. Janet sort d'elle-même toutes les preuves qu'elle a rassemblées, les jouets, ses sous-vêtements et même la montre de son kidnappeur. Un vrai Houdini, cette petite. Elle l'étend à la détective en lui racontant son plan, et c'est pas tout. Janet demande une feuille de papier, elle se met à dessiner la maison, sa façade, mais aussi un plan de toutes les pièces à l'intérieur. Elle écrit un bout de l'adresse, puisqu'elle ne se rappelle pas de l'adresse en entier, quelques chiffres d'un numéro de téléphone et tous les éléments qu'elle a gardés en mémoire. Heather lui demande si elle pense pouvoir guider une équipe de police jusqu'à la maison où elle a été retenue, et sans hésiter, Janet dit que oui, elle le peut. Elle monte à l'arrière d'une voiture de police et elle mène les officiers jusqu'à Saint-Rosé. Pendant ce temps, un officier appelle les pizzerias de la chaîne Little Caesar Pizza, puisque Janet leur explique avoir commandé une pizza chez eux. Avec le numéro de téléphone partiel donné par Janet, on essaie de retrouver cette commande et donc une adresse complète. Et bingo, le standardiste de la chaîne de pizzeria peut matcher une commande et il donne l'adresse à l'officier. Mais en réalité, on n'avait même pas besoin de cette confirmation. Arrivée sur Deer Way, Janet, à l'arrière de la voiture de police, se lève d'un coup et elle crie c'est ici, c'est ici. Elle a retrouvé la maison de son ravisseur. Et pour la police, il faut agir vite. L'homme sait qu'il est recherché, il peut tenter de fuir, dissimuler des preuves ou attenter à sa vie. L'intervention va se tenir avant l'aube, une équipe du SWAT est dépêchée sur place et en renfort une équipe canine. Et c'est grâce au plan dessiné par Janet que l'intervention est préparée. La porte du garage est forcée, à l'intérieur on retrouve une voiture similaire à celle décrite par Pablo et celle qu'on voit sur les images de surveillance de la caméra des voisins. Les équipes font le tour de la maison et reconnaissent les plans de la petite fille. Ils retrouvent la pièce, fermée à clé, la douche, les preuves. Par contre, aucune trace du ravisseur. Mais un appel anonyme va arriver. Apparemment, l'homme se cache dans le grenier. Les équipes avancent avec grande précaution jusqu'à la trappe qui mène au grenier, ils l'ouvrent et ils tombent sur l'homme. Il ne se laisse pas arrêter facilement, il essaie de fuir, il menace l'équipe d'intervention, il fonce sur les policiers, il les attaque, il les frappe, il se débat. Il ne s'arrête que quand un chien le mord au bras et le soumet, le bloquant enfin à terre. Le ravisseur est enfin arrêté quelques heures à peine après la libération de Janet. Il est ensuite sorti de la maison, mais il est encore agressif. Il crache dès qu'il le peut au visage des agents de police. Il est placé à l'arrière d'une voiture de patrouille, un masque sur le visage pour protéger les policiers des crachats.
Les policiers en sont sûrs, ils tiennent leur homme déjà à sa réaction, c'est pas du tout le comportement d'un homme innocent, mais il porte également des blessures au visage similaires à celles décrites par Rosalia. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait robot établi par Pablo, et ce dernier le reconnaît sur une photo présentée par les policiers. Et la boîte de preuves de Janet est aussi retrouvée sous le lit. Quelle idée de génie de mettre ça dans une boîte à pizza. Le suspect est donc arrêté aux premières heures du lundi 11 juin, à quelques pâtés de maison seulement du domicile de la famille Tamayo. Il est amené avant l'aube au commissariat pour être identifié et interrogé. Il s'agit d'Enrique Sosa Alvarez, un homme de 23 ans. Quand ses empreintes digitales sont entrées dans le système, elles révèlent que l'homme est déjà connu des services de police et qu'il a déjà été condamné pour vol de voiture, pas sous le nom de Enrique Sosa Alvarez, mais sous le nom de David Montiel Cruz. Et en fouillant un peu, les enquêteurs s'aperçoivent que l'homme a utilisé ces deux noms et probablement quelques autres. Il ment sur son passé, sur son identité. Les enquêteurs tentent de retrouver des membres de sa famille, d'anciens employeurs. Ils interrogent même les agences gouvernementales, mais rien n'en ressort. Le département de police de Saint-Rosé confirme plus tard le statut illégal de l'homme. Il est d'origine mexicaine ou guatémaltèque, selon les sources. Son origine n'est pas à 100% certaine. Il aurait émigré aux États-Unis sans papier, sans visa. Et sans assurance de son identité, il est impossible de savoir qui il est ou s'il a des antécédents d'enlèvement ou de maltraitance d'enfants dans son pays natal. C'est à travers les témoignages de ses voisins qu'on apprend donc à connaître David Montiel Cruz, sous le nom qui sera officialisé, celui qui sert à identifier l'homme et celui avec lequel il sera jugé. Et les avis à son sujet sont plutôt unanimes. C'est un voyou qui hurle, qui bat sa petite amie Sylvia Gutiérrez, il harcèle aussi la communauté, il aurait travaillé dans une sandwicherie mais il ne travaille plus depuis 1 an et demi. Il reste à la maison, il traîne sur son porche, il insulte les passants, il engueule les enfants de sa compagne Sylvia, un homme tout à fait charmant. D'ailleurs, les voisins rapportent que Sylvia a dû en avoir marre de la violence, puisqu'en effet, elle trouve une solution pour partir. Elle quitte le domicile et David, par la même occasion, elle part avec ses 3 enfants seulement quelques jours avant l'enlèvement de Janet. Sylvia et les enfants se réfugient chez leur tante, la sœur de Sylvia, à Saint-Rosé. Les voisins racontent que ce week-end-là, la maison est anormalement calme, pas un bruit, les enfants que l'on voit habituellement jouer devant ne sont pas là. Le silence est interrompu par la livraison d'une pizza le samedi, sinon rien à déclarer. Nicolas Vigile, un ami du fils aîné de Sylvia, James, 11 ans, raconte que James a peur de son beau-père David. James craque parfois quand il est chez son copain Nicolas, il pleure, il lui dit qu'il déteste cet homme, qu'il en a peur. Il dit qu'il lui donne des corvées à faire dans la maison et que si elles sont mal faites ou s'il prend trop de temps à les faire, il est battu violemment. Après la distribution des flyers de recherche comportant la photo de Janet et le portrait robot du suspect, la police déclare recevoir plus d'une centaine d'appels. Et parmi ces appels, celui de John Bosco, un voisin, aurait pu mener à David. John a une fille âgée de 9 ans, qui est une amie proche des jumeaux de 9 ans de Sylvia. Ils connaissent donc bien David. Il raconte que dès que sa fille et lui ont vu le portrait robot, ils ont reconnu leur voisin. Pas l'ombre d'un doute, selon eux. John appelle la police dès le samedi et il rappelle même à nouveau le dimanche pour alerter. Après l'arrestation de David, John pose une question à sa fille, une question très difficile. Est-ce que David a déjà essayé de te toucher? Heureusement, la petite fille répond que non. Et voilà ce qu'on sait sur David, on n'en sait pas plus, on n'a rien sur son passé, sur son historique familial, hormis ce que nous raconte son ex, Sylvia, et ses voisins. Et pourquoi ce crime? Pourquoi Janet? La police déclare que David doit probablement connaître Janet via les jumeaux de Sylvia avec qui elle est amie. Il est possible qu'il ait aperçu la petite Janet en déposant un jour les enfants chez les Tamayo avec Sylvia, ou bien Janet aurait pu venir jouer chez ses amis. Rob Davis, chef adjoint de la police, déclare qu'il pense que cet enlèvement n'était pas un crime au hasard. Personnellement, je pense que ce qui a motivé, c'est peut-être la rupture avec Sylvia. Souvent, il peut arriver que des personnes violentes commettent un crime très grave après une rupture. Après, je me suis bien sûr posé la question de la chambre qui était fermée à clé. Est-ce que la clé était toujours là? Est-ce qu'il a mis la clé après le départ de Sylvie? Ouais, il y a des questions qui vont rester malheureusement sans réponse. Le 12 juin 2003, David comparaît pour une audience préliminaire devant le tribunal du comté de Santa Clara. Il entre les poignets et les chevilles menottés et le bras droit toujours bandé après l'assaut du chien policier. Chah. Il est décidé qu'il va attendre la suite de son procès en détention, pas de caution prévue, enfin, il manquerait plus que ça. Lors des prochaines audiences, l'accusé reste quasiment muet. Il confirme son identité sous le nom de David Montiel Cruz, qui est donc le nom qui sera gardé. Et alors qu'il risque la prison à vie s'il est reconnu coupable, il n'essaie même pas de se défendre. Il ne plaide pas coupable non plus, bien qu'il ait avoué après son arrestation.
Il dit maintenant qu'il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne comprend pas ce qui lui est reproché. C'est son avocat Karl Beatty, désigné pour le représenter quelques heures seulement avant la première audience, qui assure sa défense et il répond à sa place aux questions. Il soutient que son client est incapable de distinguer le bien du mal à cause d'une défaillance mentale. Selon lui, l'accusé souffre de stress post-traumatique dû aux abus physiques et émotionnels après des années de coups infligés par son père. Et c'est vrai qu'il a été envoyé plusieurs fois au service psychiatrique de la prison depuis qu'il y est retenu et qu'il suit désormais un traitement. Mais le jury le considère apte à répondre de ses actes et à être jugé. Il est reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont cambriolage, agression, enlèvement et viol. Il échappe de peu à l'accusation de tentative de meurtre. On se rappelle l'épisode de l'oreiller. Pendant l'audience de sentence, le procureur Matt Brecker lit une lettre écrite par Janet. Elle n'est pas présente pour se préserver et pouvoir continuer son travail de guérison. Dans la lettre adressée au juge, la petite Janet, qui a maintenant 11 ans, écrit: je me sentirais plus en sécurité si cet homme était mis en prison pour l'éternité. En réponse à cette demande, le juge condamne David Montiel-Cruz, maintenant âgé de 26 ans, à 102 ans de prison. Le juge dira au moment de la condamnation: en 18 ans au sein de cette éminente cour, je n'ai jamais rencontré un crime aussi vicieux que celui-ci. Rosalia et Pablo, la mère et le frère de Janet, assistent à la condamnation et une fois la sentence prononcée, ils se serrent dans les bras et pleurent de soulagement. David Montiel-Cruz est renvoyé en prison et il semblerait qu'il soit actuellement incarcéré à la prison de San Luis Obispo, en Californie. Ça arrive rarement sur ma chaîne, mais de temps en temps, ça fait du bien de parler d'une affaire qui finit plutôt bien. Aujourd'hui, Janet a 30 ans. En 2022, elle commence une formation à l'Académie de police de San Diego. Elle doit être aujourd'hui dans les rangs de la police à arrêter les criminels, comme elle a su le faire à l'âge de 9 ans seulement. Ce qui m'a vraiment fasciné dans l'affaire de Janet Tamayo, c'est bien sûr l'intelligence qu'elle a eue de mettre en pratique ce qu'elle a vu dans du true crime, dans des séries télé type enquête criminelle. Elle a non seulement compris le procédé, mais elle l'a en plus mis en pratique, un peu comme si elle avait suivi un tutoriel sur comment survivre si tu te fais kidnapper par un tueur. Au cas où tu ne le savais pas, le true crime, c'est un type de contenu qui est consommé majoritairement par des femmes. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment que les femmes sont bien plus souvent victimes, mais pas de meurtre. Alors oui, ça paraît étrange et on croit à tort qu'il y a bien plus de féminicides que d'homicides, et c'est absolument faux. Pour la France, par exemple, sur l'année 2023, il y a eu 996 meurtres, dont 94 qui étaient des féminicides. Par contre, pour toutes les autres formes de violence, ce sont les femmes qui sont majoritairement victimes. Vol, agression, viol, etc. Pour les féminicides, dans 64% des cas, le responsable, c'est le mari, le compagnon. Auprès des femmes, il y a un énorme sentiment d'insécurité dans la vie de tous les jours. Je précise une chose quand même importante pour pas que les chiffres soient mal compris. Sur les 902 homicides, donc des hommes qui sont tués, commis en France, le responsable est un homme dans 90% des cas. En gros, les hommes se tuent entre eux. Un des premiers éléments d'explication de ce penchant pour le true crime, qui est surtout féminin, c'est donc ce grand sentiment d'insécurité générale. On ne craint pas forcément de mourir, mais de se faire violer, agresser, etc. Enfin, mourir quand même aussi. Il y a plein d'autres raisons qui nous poussent à apprécier ce genre de contenu, donc je termine sur cette question. Pourquoi toi, tu regardes du true crime? Je te laisse répondre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.